Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ultra heureuse de recevoir Cœur de Pirate de passage à Paris. Après une tournée, 2 dates aux Folies Bergères pour fêter les 15 ans de son premier album, je suis en train de me dire, mon Dieu, ça nous rajeunit pas. Non. Béatrice revient avec une double bonne nouvelle. Un 7e album qui sortira en septembre prochain, une tournée internationale avec une date à l'Olympia, cette salle iconique, le 12 mars 2026. En attendant, elle est à la maison pour enregistrer un épisode. J'ai vachement de chance. Hello! Bonjour! Toi et moi, on va raconter un deal raté que tu as eu aux États-Unis. Est-ce que tu peux me raconter, on est en quelle année à ce moment-là? Alors, je pense qu'on est en 2015 ce qui est arrivé, c'est que en gros, on avait l'ambition avec c'est mon 3e album, c'était l'album Rose. On avait l'ambition de sortir aux États-Unis parce que j'avais une tournée qui s'amorçait aussi aux États-Unis. Okay. J'avais des dates de prêtes, tout ça, un peu sur la côte est, sur la côte ouest, et j'avais dans mes ambitions Et ouais, bien sûr. Parce qu'on a tous un peu envie d'aller aux États-Unis à un moment, et donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc pour en arriver là, il fallait trouver de l'intérêt de la part d'une maison de disques là-bas. Et c'est un peu plus complexe là-bas. C'est pas comme ils découvrent des talents et puis ils te signent. Souvent, ce qu'il faut... Ça se passe comment? Si tu fais ça à travers un avocat, donc quelqu'un qui est un avocat en divertissement. Et donc, tu dois magasiner, en fait. Tu magasines, you're shopping for a record contract. Puis c'est vraiment, en fait, une méthode complètement différente de ce que moi j'ai connu dans le passé. Ouais. Qui était finalement, les gens ils te découvrent sur Internet et puis... Sur MySpace. Voilà, sur MySpace, et puis ils te découvrent et puis voilà, t'es signé après. Mais en plus, c'est intéressant parce que toi, t'as déjà cette tournée aux États-Unis, donc l'intérêt, il est déjà là. L'intérêt, il est là, et puis l'album était bilingue, donc je me suis dit, OK, pourquoi pas. Et j'avais déjà eu dans le passé de l'intérêt de certaines personnes aux États-Unis avec un autre label à l'époque, au tout début, juste avant d'avoir ma fille remis, donc en 2012. Donc je me suis dit, OK, je suis un peu, je pense que je connais des gens là-bas, je pense qu'il y a une possibilité. Pourquoi ça l'avait pas fait à l'époque? Est-ce que c'était le fait d'avoir ton enfant à la fin, beaucoup de choses? En fait, j'étais à ça de signer, et puis j'ai appris que j'étais enceinte. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fait, je pense qu'il faut que je mette ça sur pause un petit peu. Ça faisait beaucoup. Ouais. Donc, et je me dis peut-être que ça m'a sauvée, en fait. Peut-être que je serais une personne complètement différente aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas la carrière que j'ai. Bref, tout arrive pour une raison. De ouf. Mais bon, quand même, je m'étais dit en 2015, pourquoi pas, relançons l'affaire. J'avais fait mon album avec un réalisateur très connu à l'international. Donc, j'étais comme, OK, on y va. Let's do this. Ouais. La porte est ouverte, grande ouverte, avec tous les signaux positifs. Et donc, tu trouves un avocat sur place. C'est ultra dingue de cette manière de penser qui est très intéressante, mais tellement différente de la nôtre parce que t'es une artiste, enfin, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça ici aussi. Je sais pas, mais en tout cas, dans cette configuration-là, c'était comme si je devais me vendre en tant qu'artiste déjà établi pour retrouver un contrat aux États-Unis. Je sais pas à quel point c'est hyper intéressant, mais c'est une autre méthode. Et donc, finalement, j'ai réussi. J'ai trouvé un contrat. Donc, tu trouves un avocat. OK. Réussi à m'avoir une rencontre avec le patron d'un label qui s'appelait Cherry Tree. OK. Qui était un sous-label de Interscope. Wow. Et Cherry Tree, pour moi, c'était iconique parce que c'était le label de Lady Gaga, son premier label. Wow. Ils avaient signé aussi des tonnes de trucs vraiment très, très cool. Feist, elle était avec eux aux États-Unis. Donc, moi, j'étais aux anges, en fait. J'étais super contente. Le patron était super sympathique. Il était venu me voir en spectacle. C'était vraiment... J'étais sur une lancée. Je me disais, OK, on y va. Let's go. Let's do this. Donc, en plus, tu commences à te projeter. Des fois, c'est bien parce que tu manifestes d'une certaine façon. Donc, tu prévois. Mais après, tu peux te faire des fausses attentes aussi. Ouais. Donc, ça a été un peu mon cas. Sur ton amour. Ouais, sur ton amour. Si on manifeste. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et donc, ça s'enclenche, tu commences à travailler sur un contrat. J'imagine que c'est aussi beaucoup d'énergie, de temps, d'argent. C'est beaucoup d'argent.
c'est beaucoup d'argent parce que non seulement t'as les frais d'avocat à payer, mais c'est aussi les déplacements aux États-Unis. C'est moi, dans ce temps-là, en plus, j'amenais ma famille au complet. Donc, voilà, j'amenais Romy et tout. On allait à Los Angeles. On essayait de faire des démarches là-bas, faire des showcases, genre rester dans des Airbnb. Ça coûte un petit montant. Et puis moi, ça va. J'étais dans une position très privilégiée, en fait, dans le sens que j'avais déjà une carrière établie. Donc, j'avais les fonds pour le faire. Et ça, c'est génial. Mais quand même, c'est des dépenses. Puis aussi beaucoup d'énergie que tu déploies pas à écrire, à te faire des contacts ailleurs. Exactement. Quoi. Et puis, c'est aussi beaucoup de ce que moi j'appelle le hustle, dans le sens que c'est beaucoup de séduction pour finalement plaire aux gens, pour te dire OK, s'il vous plaît, genre signez-moi, et beaucoup d'anxiété aussi, savoir si ça va bien, si ça va se dérouler, revenir sur le contrat, avoir des clauses qui sautent, qui reviennent, etc., etc. Donc ça a été un énorme stress, beaucoup d'angoisse. J'avais jusqu'au moment où on signe le contrat, j'étais angoissée, je pensais pas que ça allait arriver en fait. Finalement, on l'a fait. Comment est-ce que toi, tu le vis, cette période où tu dois te vendre en permanence, être au top de ton game, te dire, putain, dès que je rencontre une personne, potentiellement, c'est celle qui va changer ma life? En fait, ça demande beaucoup d'humilité parce que je recommençais un peu à zéro. Ah ouais. Donc, voilà, j'étais quand même, quand j'avais une carrière établie en France, au Canada, etc., etc. Donc là, je me dis, OK, je recommence. Je pile sur mon ego et on y va. Je l'ai fait, hein, il y avait pas de problème. Mais c'est comment tu refais des concerts, des petits showcases, tu fais des petits trucs comme ça. Je revenais des années en arrière. C'est très drôle, mais bon, je l'ai fait. Mais ce côté justement de la séduction, de te vendre, c'est pas quelque chose que je maîtrise super bien. Et même ici en France, faut que je le fasse quand même parfois parce que des fois il y a des gens, il faut que tu recommences un peu, il faut que tu te prouves constamment, surtout dans ce métier où en fait il y a rien qui est pris pour acquis, donc tu sais jamais si ça peut disparaître, revenir, etc., etc. Donc et en plus de ça, tu vois, je rebondis là-dessus, mais juste avant notre épisode, toi, t'étais à la radio, c'est des exercices qui demandent une énergie de malade, non? Oui, parce qu'il faut quand même que tu réfléchisses à ce que tu dis. Ouais, dire des trucs intelligents, rapidement. Faut être drôle, faut sourire, faut être content. Et moi, j'adore, en fait, parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Donc, de faire ce genre d'exercice, pour moi, c'est une thérapie d'exposition constante. Et je trouve ça génial. Ça me permet d'avoir du courage. Ça me permet de reprendre confiance en moi. Et mais c'est tout un exercice. Ouais. Comment tu gères l'après pour retrouver ton énergie? Je fais pas grand-chose, hein. J'essaie de me déconnecter. Comme je sais qu'hier, j'avais pas mal de promos et puis j'ai fait, je vais aller juste me balader au jardin des plantes, genre toute seule, 2 secondes, juste pour faire face à la nature et puis faire un câlin à un arbre. Ouais, genre juste voir des fleurs, tu vois. Et après, me recentrer et puis après, je peux y retourner, en fait. Ouais. Ok, c'est un exercice, c'est une gymnastique. T'essaies de prendre du temps pour toi dans tous les émerveillements de ce beau métier, quand même. Ouais, c'est magnifique, mais je me pose la question, ça me bluffe toujours un peu. Tu sais, c'est comme les acteurs qui enchaînent des journées de junket. Je sais pas si c'est la même chose. Ouais, il y a des journées un peu comme ça, ouais. Oh ouais. Mais eux, c'est quand même fou parce que tu bouges d'un pays à l'autre et tout. Et moi, je le fais un petit peu, mais moins, tu vois. Ça, donc, et puis, tu connectes pas avec les gens parce que parfois, moi, j'ai eu des trucs où il y a un portable derrière la tête de la personne avec marqué 15 minutes. Ah oui, c'est avec un décompte. Oh mon Dieu. Comme à la télé, quand il faut que t'enchaînes tes questions vite. Ah, c'est stressant, ouais. Non, mais honnêtement, c'est très cool. C'est juste que ça a pris du temps. Je pense que ça prend, comme n'importe quel métier, ça prend du temps. Ça prend du temps avec l'âge. T'arrives à un moment où est-ce que t'es plus à l'aise et tu t'apprivoises plus le terrain et ça va mieux. Bon, tu me rassures un peu. Donc, t'es dans cette phase-là, là-bas, effectivement, à refaire des petites salles, ça doit être étonnant de retrouver cette sensation des débuts. Ouais, c'est cool. Après, ça demande un peu, c'est ça, d'humilité, te dire, OK, je recommence un petit peu. Et puis finalement, dans mon cas, ça n'a pas abouti à grand-chose, mais je l'ai fait quand même, je suis contente de l'avoir fait. Tadam, c'est ça le cliffhanger de l'histoire. C'est cela. Donc, tu le signes, ce contrat? Ouais. Et puis, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dissous ce label, je pense, aux dernières nouvelles. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Et dans la foulée, le patron d'Interscope m'a dit qu'il allait me rendre mon contrat parce qu'il pouvait pas travailler mon album. Il me disait que c'était impossible. Donc, comment tu te sens sur le coup? Parce que des mois, de l'énergie, de l'investissement, beaucoup d'argent. Ouais, t'es triste, hein. Moi, j'étais triste.
ça affecte un peu j'imagine ta valeur perso aussi. Tu te dis, bon, ben, en fait, ma musique, elle est pas super, ma musique. Et ça m'a fait de la peine parce que j'avais vraiment concentré beaucoup d'efforts et j'ai peut-être en même temps délaissé d'autres marchés où j'aurais pu aller. Et ça me fait de la peine pour les fans aussi. Genre après ça, tu sais, je me suis dit, bon, ben, j'aurais pu aller peut-être au Mexique, j'aurais pu aller peut-être faire plus de dates en France, j'aurais peut-être pu faire plein d'autres trucs que je n'ai pas fait. Et c'est dommage. Tu t'es mis beaucoup sur le dos, beaucoup de culpabilité aussi. Ouais, ben, je suis comme ça de base. Ouais. En fait, je suis vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis très dure envers moi-même. Et donc, j'ai pris beaucoup sur moi, sur mes épaules. Je me suis sentie ma famille aussi qui m'accompagnait là-dedans. Je les ai beaucoup délaissés dans ce moment-là aussi parce que voilà, tu te concentres sur ta carrière. T'es pas du tout t'es pas à 100% là. Et j'ai trouvé ça dommage en fait que bon, ça c'est pas abouti, mais au final, honnêtement, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis contente en fait que ça s'est pas déroulé comme prévu. C'est dingue quand tu fais un saut dans le futur. Et de t'imaginer aujourd'hui dire à la toi du passé, non, en fait... T'inquiète, t'aurais pas aimé déménager à Los Angeles, t'aurais pas aimé... C'était vraiment, on était dans ce mindset-là. J'étais genre, peut-être qu'il faut que je déménage aux États-Unis pour que ma carrière commence là-bas. Et puis, mais toute ma famille, on se casse et tout. Non, je suis tellement contente de ne pas l'avoir faite aujourd'hui. Et puis, t'aurais jamais pu remettre cette énergie effectivement ailleurs. C'était juste une autre vie. C'est une autre vie. Avec une autre toi. Ouais, c'était une autre timeline qui aurait pu arriver, qui n'est pas arrivée, et puis tant mieux. Tant mieux. Et sur le coup, ce contrat se fait pas, tu te dis pas je vais aller ailleurs, c'est pas une... Ouais, en fait, dans le fond. Non, parce que je pense que c'était... moi, je suis pas du genre à... Je suis pas du genre vraiment à me taper la tête contre un mur en me disant il faut absolument, en fait. Je t'écoute, quoi. Je m'écoute, ouais. Je pense que je me préserve aussi. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui persévèrent sans fin. Mais quand j'ai commencé Cœur de pirate, c'était un peu un accident. C'était un peu un heureux accident. J'allais pas cogner à la porte des maisons de disques avec mon démo, tu vois. C'était vraiment, j'étais une fille qui était à l'école. J'étais au cégep, l'équivalent du bac. Et j'ai mis mes chansons sur MySpace et c'est comme ça qu'on m'a découvert. Et puis ça a pris tout de suite parce que j'étais extrêmement chanceuse. Mais c'est pas quelque chose que je me disais que j'allais faire quand j'étais petite. Je savais pas. Ouais, ben oui, j'étais pas... En fait, pour moi, les gens qui réussissaient dans la vie en musique, c'était des chanteurs à voix, c'était genre Céline, c'était... Et moi, j'arrivais et je faisais des petites chansons juste parce que j'avais envie. Et enfin, c'est dur pour toi parce que t'as une vraie voix et ultra identifiable. Et c'était pas tout le monde qui aimait ça, hein. C'est ça au début de ma carrière, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de gens qui ont dit c'est la saveur de l'été, ça va durer le temps que ça dure. Donc voilà, des 7e album. Ouais, c'est ça. Lol. L'été a duré un bon bout de temps comparé à l'été parisien. Ouais, non, mais c'est voilà, donc c'était pas pour moi un rêve que je caressais depuis que j'étais toute petite. Donc quand je me suis retrouvée face à ce mur-là aux États-Unis, j'ai fait bon, tu sais quoi, je vais pas forcer ma musique sur personne. C'est pas vraiment ma vibe. Je vais aller voir les gens qui m'aiment déjà. Ça va me faire beaucoup de bien. Et c'est ce que je continue à faire. Ouais, et c'est intéressant parce que ça montre aussi que avec ton trait de caractère, il y a quelque chose du lâcher prise, de je tente sans trop conscientiser, je m'écoute, j'écoute mon instinct, je vois là où le vent me mène et ça te réussit plutôt avec intelligence, quoi. Oui, puis comme ça, tu sais comment travailler aussi. Tu travailles fort, mais là où ça vaut la peine. Et puis, oui, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Vraiment. Ouais. Vraiment. Et ça m'a jamais... la petite voix intérieure, elle a souvent raison. Elle est présente. Oui. Et je me dis que c'est assez touchant avec le recul de se dire, OK, j'ai tenté, tu montres un bel exemple aussi à ta fille, tu vois, je me suis donné les moyens, j'ai tenté, on a fait les choses bien, mais j'ai aussi accepté que c'était pas... Que c'est peut-être pas mon chemin, c'est peut-être pas mon voyage. Moi, j'ai toujours dit à ma fille, il faut toujours que tu essayes tout. T'essayes tout. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis si vraiment t'es pas certain, tu peux recommencer. Mais si vraiment ça te fait pas, c'est pas grave, il y aura autre chose. Ouais, c'est un respect personnel. Ouais. Ça, on l'oublie un peu trop. Parfois, on a tellement envie d'être validé par les autres. Oui.
Oui, puis il y a aussi, mais c'est une belle philosophie à avoir, même en relation, même, voilà, tu sais, si c'est pas pour arriver maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. Tu sais, il faut vraiment que tu relativises tout. C'est clair, c'est un muscle, ça aussi, je te jure, je te jure. Et parfois, avec le recul, on se dit, mais pourquoi? Alors qu'il y avait mieux qui attendait, tu vois. Ou juste le mieux, c'est peut-être toi-même, en fait. C'est ça que je me suis dit. Moi, je me suis choisie quand tout ça s'est arrivé. J'ai choisi les choses qui étaient importantes. J'ai fait, tu sais quoi, genre, je sais pas pourquoi j'ai voulu délaisser ce qui était important pour moi à ce moment-là. Puis d'aller vers quelque chose que je connais pas, qui finalement peut-être m'aurait pas super bien traité. Je suis juste contente que les choses sont arrivées comme elles devaient arriver. Et c'est quoi là ton instinct pour les futures années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle? En fait, j'aimerais renouer avec le public en France. Je le fais d'une façon ou d'une autre, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui m'ont vu grandir. Il y a le public que j'ai vu grandir aussi. Et il y a des gens qui ont peut-être oublié que je faisais de la musique ou peut-être qui sont passés à autre chose. Puis j'aimerais bien les retrouver, ces gens-là. Ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, après, sans leur forcer ma musique dessus non plus, mais j'aimerais voilà, je veux dire, salut, je suis là. Faire des spectacles, vivre le reste de ma carrière comme elle doit l'être. Parce que je suis vraiment fière de tout ce que j'ai vécu, en fait. Franchement, tu peux. Là, j'arrive sur, on en parlait tout à l'heure, là, je vais arriver sur mes 20 ans de carrière dans 2 ans. Je trouve ça un peu genre fou, c'est incroyable. Et donc, juste continuer dans cette lancée. J'ai une maison de disques aussi, j'ai un label à Montréal, donc me concentrer sur les nouveaux artistes aussi, faire la place à la relève, c'est hyper important pour moi. Tu travailles de ce côté productrice aussi. Ah, Ouais, ça ouais. peut être hyper intéressant de te mettre à la place de la personne aussi qui choisit. Je pense que ça fait relativiser. Mais je pense que tu as une autre perception aussi, parce qu'en tant qu'artiste, tu peux te mettre dans la peau de la personne qui se retrouve en maison de disque et qui sait pas du tout par où commencer. Et puis, on a des contrats qui sont super favorables pour les artistes. On donne des outils nécessaires pour que eux ils puissent faire leur art sans trop se poser de questions. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Avec l'éthique. Voilà. Et j'adore. Je trouve ça génial. Mais je trouve que en plus de ça, il y a quelque chose d'intéressant qui doit te donner une perspective sur tes expériences passées aussi. Tu vois, ce moment où tu te dis aux États-Unis, bah en fait, je crois que j'étais pas assez bien, j'ai pas été assez choisie. Bon, sur le coup, t'as été extrêmement dur envers toi-même, sans savoir tout ce qui se jouait derrière le rideau. Typiquement, un label qui était en train de s'effondrer, qui avait, tu vois. Finalement, il y a rien qui arrive pour rien. Ben ouais. J'aurais peut-être été dans les limbes d'une major sans savoir trop où j'allais retomber. Et puis, imagine, je me serais déplacée avec toute ma famille à Los Angeles, puis finalement, il y a rien qui se passe. Surprise! C'est pas terrible. Donc, ça coûte cher, Los Angeles. Ben oui, c'est ça. Donc, non, je suis contente que finalement, ça s'est comme arrêté avant que ça commence vraiment et c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Parfois, on se rend pas compte à quel point on est protégé par l'univers. Et ouais. Aujourd'hui, tu le dis, tu le dis à ta fille, tente, fais des choses, etc. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez ensemble avec ta famille de l'échec? On est tellement tous dans une forme d'optimisme. Ouais, c'est vrai. Qu'on s'attarde pas sur ces sujets-là, tu vois? Non, mais je pense que c'est normal de tomber. C'est normal de tomber. Il faut juste se relever. Si on se relève pas tout de suite, c'est pas très grave. Je pense qu'il faut être exigeant envers soi-même, mais pas trop dur non plus. Je pense qu'il faut que tu sois exigeant dans la mesure du possible. Moi, ma fille, à l'école, je lui ai toujours dit, tu sais quoi, si tu passes, c'est ça l'important. Tu fais tes étapes, tu vois, ta vie, t'es pas obligé de la savoir tout de suite, tu vas le découvrir au fur et à mesure. C'est beau de voir, en fait, que ton enfant devient sa propre personne. Avec son tempérament. Avec son tempérament et tout. Et puis moi, en grandissant, j'avais beaucoup de trucs qui m'étaient imposés. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette structure, j'avais besoin de faire du piano et ça m'a servi vraiment. Mais j'ai une autre optique de la parentalité avec ma fille. Et puis c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Je trouve que c'est intéressant, cette notion de temporalité, et c'est vrai que, tu vois, ça me donne une idée pour appuyer dessus sur mes prochains sujets.
Maintenant, c'est acquis, voilà, on tombe, on se relève, le rebond, c'est pas grave. Mais tu sais, il y a cette pression un peu presque de, je sais pas, LinkedIn-esque de regarder comment j'ai rebondi si vite après mes échecs. Ouais, les comebacks. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient même glamourisé alors que non, ça fait tellement chier d'échouer et personne n'a envie d'échouer. Ouais. Et parfois, on a besoin de temps aussi, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est drôle parce que culturellement, j'ai remarqué ça. Je sais pas si en France, c'est très glamourisé, le succès, la richesse, tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose que les gens aiment mettre de l'avant. Mais nous, au Québec, on est très pudique par rapport à ça. Ah ouais? Donc, on n'est pas du tout dans le... On montre... C'est très... voilà. Plus qu'en France? Ouais, vraiment. C'est très tabou. Et puis même tu sais quand les gens ils vont montrer leur maison et tout, les commentaires sont plus négatifs que alors que voilà les gens ont réussi, c'est pas très grave tu vois qu'ils le montrent ou non. Bah ouais, c'est l'inverse des États-Unis où tu gagnes combien. Ah ouais, aux États-Unis c'est apparemment c'est un truc. Ouais, mais là, je pense qu'il y a vraiment, il y a ce côté pudique au Québec. Je sais vraiment pas pourquoi. C'est très, très tabou. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'on a grandi, dans une bonne partie des années, il y avait des gros écarts entre les riches et les pauvres. Donc, je pense que c'est resté culturellement ancré. Mais je pense que c'est le cas partout, hein, mais. En France, il y a aussi ça et je sais que ça vient beaucoup de nos origines, judéo-chrétiennes. Oui, je pense. Honte, le dépouillement. Écoute, je sais pas, mais je trouve que oui, évidemment, de glorifier le comeback, sure, pourquoi pas, mais moi ça m'épuise. Je suis là, I guess. Une carrière, ça a des saisons, en fait. T'as des saisons où ça va hyper bien, où c'est fou, et puis moi je sais que je retrouverai sûrement pas le succès que j'ai eu au début. Donc au début de ma carrière, c'était vraiment c'est fou, tu vois, 1 million d'albums vendus en France, tu sais, c'est genre un truc de malade. Jamais je vais revivre ça de ma vie. Et puis, c'est pas grave. Et puis, maintenant, j'ai une relation à la célébrité qui est tellement plus saine, qui est tellement plus cool. J'adore quand les fans viennent me voir. J'adore connaître les fans par leur prénom, des fois. Je veux dire, je m'en rappelle. Donc, c'est cool. Mais j'ai eu des moments très, très sombres aussi. Et puis, ça va. C'est OK. Je pense qu'on apprend de tout ça. Et puis, quand tes moments sombres, ils sont devant tout le monde aussi, ben, ça te permet de te faire une petite colonne et puis de continuer. Ouais, non, mais c'est clair de ouf. Et en plus de ça, tu dois voir ça avec tendresse, avec le recul, en te disant, oh, eh ben, je suis encore là et pourtant, montagne russe, quoi. Ouais, grosse montagne russe. Et puis, tant mieux. Je l'aurais pas vécu autrement. Ben, j'aime beaucoup cette philosophie-là. Merci beaucoup, Cœur de Pirate. Merci. Aujourd'hui sort, le timing est parfait. Ah oui. Ton prochain single. Oui. Cavale. Avec un côté un peu pop que j'aime beaucoup et je me suis dit, oh, ça va être une trend sur TikTok de ouf. On me le souhaite. Mais Inch'Allah, de Lila. On me le souhaite. Je suis un peu trop accro à TikTok, je me rends compte avec cette phrase, mais pour moi, c'est vraiment la musique qu'on va écouter et sur laquelle on va re-regarder ces photos d'été. Tu vois? Ah, ça serait bien. Parce que si les gens ils veulent commencer une trend sur cette chanson avec ça, sur le solo de saxophone qu'il y a dans la chanson. On pose ça là. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.